Voilà les experts, voilà, sans Raphaël Legendre, je dis, mais que vous retrouvez bien entendu demain, puisque demain, BFM Business est totalement délocalisé, enfin en très grande partie, à Aix-en-Provence pour les rencontres d'Aix-en-Provence, où on va beaucoup parler de ces repères dont manquent aujourd'hui à la fois les entrepreneurs, à la fois les entreprises, à la fois aussi les citoyens. Ce sera tout au long de la journée, dès 6h du matin, ou dès 7h du matin, par contre, pas un peu plus tard avec Laure Closier. Ça enchaînera évidemment avec Raphaël Legendre. Avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, PDG fondateur de Médiation et Argument, Gaël Sliman, président de Doxa, et Thomas Gbin, économiste à Sciences Po. Merci à tous les trois d'être avec nous. Léonidas, on commence avec vous, parce que parmi vos titres, vous êtes délégué général de l'Open Internet Project. C'était l'Assemblée générale, c'était il y a quelques jours, le 26 juin. Vendredi, et oui. Parmi les sujets, il y avait un sujet sur la souveraineté numérique. Où vous dites qu'il faut ouvrir les marchés publics et privés aux solutions numériques souveraines, conditions nécessaires à la souveraineté industrielle et économique. Et pourquoi j'en reparle aujourd'hui ? Parce qu'il y a encore quelques 15 jours, c'était Vivatech. Et Vivatech, c'est évidemment remonté beaucoup enfin, c'est un sujet qui est vraiment remonté, depuis 18 mois, depuis l'arrivée de Trump, évidemment, on sent un peu plus ce côté souveraineté. Mais à Vivatech, c'était encore plus fort. D'autant plus que si vous suivez l'actualité, alors là, technologique, vous savez, on a toutes ces intelligences artificielles d'Anthropic, d'OpenAI. Et il y a quelques jours, c'est la ministre américaine qui a dit, ces IA-là, ces dernières versions, Mythos, Fable 5, si vous en avez entendu parler, on les bloque. Voilà, on estime on appelle ça le kill switch. Voilà, le kill switch. On les garde pour nos Américains, mais par contre, on ne va pas les diffuser ailleurs. Bon, depuis, ça s'est ouvert, il y a plein d'épisodes derrière tout ça. Mais ça a permis à tout le monde de se dire, tiens, ce dont on parlait depuis des années dans le numérique, et si un jour les Américains nous coupaient le robinet, ils en sont capables. Voilà. Vous savez, si on coupe le robinet d'un certain nombre de technologies qui servent à nos paiements tous les jours, on revient au troc. Ouais. Le degré de dépendance que nous avons atteint dans l'ensemble des champs économiques, ce que nous avons voulu acter à l'occasion de cette Assemblée générale où on a un nouveau bureau avec Thomas Brenian, président de Olvid. Juste un mot, Open Internet Project, l'objectif vraiment... Alors d'abord, ça a été créé en 2014 et notamment pour des batailles antitrust. D'ailleurs, vous voyez des batailles antitrust. L'acte fondateur de la grande bataille, c'était Google Shopping. Oui, il vient encore de prendre les échos de ce matin parce que les délinquants multirécidivistes, ça n'arrête jamais. Antitrust, Google, c'est la même chose. Ouais. Le fait de favoriser son comparateur de prix sur les comparateurs de prix en Suède, 1,2 milliard d'amendes. Ouais. Sur Google Shopping, c'était 2,4 milliards d'amendes. Et en l'occurrence, l'Open Internet Project était partie prenante dans cette plainte. Mais nous avons accompagné beaucoup d'autres dossiers d'antitrust dans le numérique. Ce qui est nouveau dans cette décision que nous avons collectivement prise à l'occasion de cette Assemblée générale, c'est de dire que les armes antitrust ne vont pas pouvoir suffire à ce que nous ayons des outils numériques suffisamment puissants pour faire refluer notre dépendance à la technologie américaine. Et cette question de dépendance à la technologie américaine, ce n'est pas uniquement un problème de numérique. Et nous avons également ouvert l'association à tous les utilisateurs de plateformes numériques. Pourquoi ? Lorsque vous avez un centre de contact numérisé, vous avez tous les jours toute votre activité qui est, j'allais dire, passée au crible des plaintes des clients, de leurs demandes. Vous imaginez la quantité de données que vous livrez à des acteurs qui, en l'occurrence, sont potentiellement demain vos concurrents. Vous leur donnez la totalité des éléments les plus secrets de votre business model. Lorsque vous utilisez vos mails, lorsque il y a eu cette affaire de Alstom qui a été, dont le président, l'un des dirigeants a été mis en prison en descendant d'un avion américain, on avait pris la totalité de ces mails. Si vous voulez développer, je ne sais pas, du nucléaire demain et que vous faites toutes vos réunions avec Teams, c'est pas tout à fait évident que ce que vous dites sur votre modèle de développement sera gardé de manière confidentielle par rapport à des concurrents que vous pouvez avoir de l'autre côté des États-Unis. Et effectivement, vous avez raison de dire que nous avons un promoteur aujourd'hui qui tous les jours remet une pièce dans la machine de cette nécessité de restructurer notre souveraineté. C'est Donald Trump qui nous montre qu'il n'y a pas de limite. Le kill switch d'Anthropic le samedi 21 juin, si je me souviens bien, à 17h, c'est de dire, moi j'ai décidé que vous aviez un outil, mais vous ne l'avez plus.
Et ça peut arriver n'importe qui, parce qu'il a même pris en grippe un juge qui avait eu effectivement la mauvaise idée de s'attaquer à Benyamin Netanyahou. À Benyamin Netanyahou. On lui a coupé la totalité des services. Vous ne pouvez plus utiliser sa carte de crédit. Ça commence un peu à bouger, parce que l'Europe a sorti le Tech Sovereign Package, avec un ensemble de logiciels, de plateformes, tout ça, qui sont souveraines. Après, on sait bien qu'on ne peut pas se passer des Américains comme ça du jour au lendemain. Moi, je pense que c'est plus une histoire de négociation, non Je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience, c'est que tous les ans, il y a des marchés publics d'environ 50 milliards qui financent des achats de solutions numériques américaines. 50 milliards, quand bien même on en mettrait 10% sur les solutions souveraines, eh bien, c'est des rampes de lancement. Quelle est la problématique que nous avons avec les solutions américaines ? C'est qu'elles ont toutes été dopées à des commandes publiques. Et donc, elles ont pris une avance par rapport à nos solutions, qui sont des avances qui permettent d'avoir des prix de dumping, d'avoir bien entendu des investissements sur l'IA qui sont considérables, mais nous devons impérativement trouver la place pour des solutions souveraines dans des marchés publics et privés. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on tourne la page, mais progressivement, cet objectif-là, c'est pas que des textes, c'est pas que des déclarations. D'ailleurs, on voit beaucoup de ministères ou d'agences publiques qui parlent de la souveraineté, mais qui passent tous les jours des contrats avec leur DSI pour des solutions américaines. La DGSI a signé avec Chatvision. Alors, vous avez vu qu'effectivement, c'était en discussion depuis longtemps. La décision a été prise il y a quelques jours. Effectivement, on était tous très étonnés que la DGSI travaille avec Palantir. C'est passé à Chatvision. Pourquoi est-ce que ça peut passer à Chatvision ? Parce que l'on a une solution. Et Chatvision est un des champions. Et si on veut des champions, ils doivent avoir des marchés. Et donc, cette conquête des marchés, c'est la nouvelle conquête absolument prioritaire que nous avons au sein de l'OIP. Avec l'Open Internet Project, donc on rappelle, l'Assemblée Générale avait lieu le 26 juin. Thomas Gbin, justement, sur cette souveraineté. Je pense que la commande publique, de façon large, ça peut être un outil stratégique majeur. La commande publique en France, c'est autour de 14% du PIB, autour de 400 milliards. Donc, passer d'une logique d'achat juste par les coûts à une logique beaucoup plus stratégique, ça permettrait que ce soit dans la tech ou dans l'industrie traditionnelle, entre guillemets, aussi de favoriser notre production française ou européenne et notre tissu productif. Olivier Luanzi, qui est souvent invité sur ce plateau, avait calculé, par exemple, que si on passait de 60% d'importation, ce qui est aujourd'hui un peu l'ordre de grandeur pour la commande publique dans les biens manufacturés, qui sont importés, à 40%, ça permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires industriel de près de 15 milliards. Donc on voit bien que, et c'est la même chose sur la tech, il y a un enjeu majeur parce qu'en fait, on manie des sommes qui sont très importante. L'autre chose que je voulais dire sur la souveraineté numérique, c'est qu'il y a la question de réduire les dépendances, en particulier vis-à-vis des États-Unis, mais il y a aussi une question majeure qui est liée, c'est dans quelle mesure on contrôle la chaîne de valeur de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, demain, c'est un enjeu majeur de création de valeur, de création de richesse. Or là, malheureusement, l'Europe est très mal positionnée quand on regarde les différentes couches de l'IA, des microprocesseurs. Il faut descendre tout en bas, parce qu'on a vu un article sorti dans les Échos il y a quelques jours qui dit, voilà, face à la domination américaine et chinoise en IA, l'Europe peut encore se faire entendre avec ASML, alors ASML, c'est un gros industriel des néerlandais, qui agit au niveau mondial, mais qui fait ces imprimantes très sophistiquées, c'est à la taille de 2 poids lourds, il faut 6 mois pour la monter, 6 mois pour la paramétrer, mais ça permet d'imprimer ces processeurs très petits qu'on retrouve ensuite dans nos smartphones. Oui, ça c'est un atout très important pour l'Europe, mais quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, on est plutôt en Europe à moins de 10%. Et donc, ça veut dire que 90% de la valeur est transférée vers le reste du monde, essentiellement vers les États-Unis. Et donc, par exemple, il y a des estimations. Aujourd'hui, notre transfert de richesse vers les États-Unis, justement, lié à ces solutions tech, c'est autour de 1,5 point de PIB européen. On estime qu'en 2030, ça pourrait représenter presque 500 milliards, donc autour de 2% du PIB européen. C'est le cabinet Asterès qui avait évalué avec le CIGRF, qui représente les grandes entreprises françaises, les patrons informatiques, grandes entreprises françaises. Je crois que c'est de l'ordre de 200 milliards d'achats IT
des entreprises européennes qui partaient juste pour les achats IT, qui partaient et on se disait mais on capte juste 10-15% de ce marché-là. Et un dernier enjeu qui me semble très important, et c'est un peu, si on fait un parallèle avec l'industrie, c'est que l'enjeu, c'est pas que si on a d'avoir une couche de souveraineté comme on aurait des usines d'assemblage. C'est que véritablement, soit pas juste la façade qui soit européenne ou française, mais que véritablement les couches plus profondes, là où il y a la création de valeur, on réussisse à les intégrer sur notre territoire. Gaël puis Léonidas. Alors, vous savez, sur ces sujets de souveraineté et de rapport à l'IA, on est souvent ensemble, Frédéric, sur un autre plateau pour parler de notre baromètre sur l'innovation avec Saegus. Et ce qu'on observe sur ces sujets-là, c'est qu'on ne comprend pas bien, je rebondis sur ce que disait Léonidas, pourquoi nous serions ou nous sommes les idiots du village international. Pourquoi on tolère que les Américains fassent des choses et que nous ne sommes pas capables, à l'échelle européenne, de riposter un minimum. Donc quand on teste l'AI Act, quand on teste l'idée de souveraineté dans notre baromètre, l'idée de souveraineté française ou européenne face aux États-Unis, quand on teste une question de pur bon sens, ce que disait Léonidas et ce que vous indiquez aussi, que sur des marchés publics français ou européens, on tende à privilégier ce qui vient de France et d'Europe plutôt que ce qui vient des États-Unis ou de Chine. Ce que les autres font. Et tout le monde le sait. Ils font ça tous les jours. Ils font ça tout le temps. Et donc, quand vous interrogez nos concitoyens, et quand on fait le baromètre à l'échelle européenne, c'est encore pire. Les gens, enfin c'est pareil, les gens vous disent, mais pourquoi on accepte d'être toujours les dindons de la farce, les idiots du village européen, et vous avez des niveaux de 60-70%. Après, le problème, c'est que quand vous interrogez sur la souveraineté, dans la même enquête, alors vous savez, Frédéric, mais je le dis pour les autres, on interroge des Français, et ce qu'on appelle des pros de la tech, donc des gens qui maîtrisent, soit qui travaillent dans des boîtes de tech, soit qu'ils sont dans des fonctions de DSI dans des entreprises plus classiques. Et quand on interroge ces gens, ils nous disent, mais bien sûr, la souveraineté, c'est capital. S'il existait un ChatGPT aussi performant, français ou européen... Alors on pousse évidemment des Mistral. Des bien sûr, Mistral, on pousse Mistral. Au moment du lancement de Mistral AI, on avait testé, on voyait qu'il y avait une appétence. Eh bien, je l'utiliserai, nous disent les gens. Et puis derrière, on leur dit, la souveraineté, c'est important. Vous me dites que vous le feriez. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme IA ? Et les utilisateurs nous disent, j'utilise des IA américaines. Voilà. Et donc, il faut pouvoir aider. Les Français, ils sont prêts, mais il faut peut-être aussi que nos politiques à l'échelle européenne se fassent pousser un peu de courage. Alors, cette question de la riposte, et comment on riposte, c'est une question très importante. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a une administration qui a inventé une suite collaborative dans l'administration, pour l'administration. Et donc, c'est comme si elle avait fait une espèce de kolkhoz administrative numérique pour dire, comme ça, on sera affranchi de toute dépendance à tout. Mais on n'a pas besoin de ça. Quand vous avez l'Éducation nationale qui a 1 million de collaborateurs, vous imaginez la rampe de lancement pour une solution numérique française. Eh bien, ils ont passé l'essentiel des contrats avec Microsoft. Donc là, il y a des usages. Et la raison pour laquelle je vous donne cet exemple-là, c'est parce que souvent, et c'est le cas dans le numérique, la riposte qui a été imaginée par rapport à cette ultra-dominance américaine, c'est des taxes. Et vous avez entendu d'ailleurs Donald Trump dire, si les pays qui appliqueront une taxe sur nos solutions numériques, on va leur mettre des taxes à 100% sur tout le reste. Mais c'est pas ça que nous demandons. Nous ne demandons pas que l'on taxe les Microsoft et Google, on demande qu'on privilégie. Je vous prends absolument, et les solutions existent. Enfin, on évoquait tout à l'heure les contacts clients numérisés. L'acteur dominant dans toute l'économie publique et privée, c'est une boîte qui s'appelle Genesis. Le secrétaire général de l'Open Internet Project, Jean-David Benichou, a une solution, une plateforme qui s'appelle VIO. C'est une solution qui est parfaitement opérationnelle et qui est totalement remplaçable. Mais le réflexe d'un DSI, c'est de dire, je ne vais pas prendre de risques, je prends l'acteur dominant, on ne me le reprochera comme il le fait depuis 30 ans avec Microsoft et avec Oracle. Avec tout donc cette révolution-là, on doit la faire, elle est impérative, c'est infiniment plus important que de faire des textes ou de faire des taxes. Voilà. Je voulais que je vous dise, on observe la même chose à ma petite échelle, dans le monde des instituts de sondage. Quand vous avez des appels d'offres, Odoxa bosse avec tout le monde, quand vous avez des appels d'offres publics avec des grosses administrations publiques bien classiques, il faut appel à des instituts internationaux plutôt qu'à un institut français avec un capital français comme l'est Odoxa. Parce qu'on se dit,
c'est plus gros, donc c'est international, donc je prends moins de risques. Et il faut changer de ces réflexes-là. Je suis d'accord. Ouais, un dernier mot là-dessus, et puis d'ailleurs, on redémarrera avec vous, Thomas, pour parler des atermoiements là, des Allemands face à la Chine. Je pense que justement, ce domaine de l'IA, c'est un domaine où justement le partenariat franco-allemand, le coup franco-allemand qu'on évoque souvent, ça pourrait marcher parce que nous, on a un Mistral, et c'est vrai que c'est pas. Eux, ils avaient un alpha, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que les Allemands, notamment la famille qui possède Lidl, a développé une solution de cloud. Genre un peu AWS. Voilà. Amazon Web Service. Qui monte en puissance. Donc, on pourrait très bien imaginer un partenariat franco-allemand où, en fait, on met le paquet sur Mistral en termes de modèle et on s'appuie sur le cloud allemand. Ça ferait un effet d'échelle et avec la commande publique des deux côtés, ça permettrait de monter en puissance. Ce ne serait peut-être pas à court terme aussi compétitif que les solutions américaines, mais je pense que pour la plupart des usages des administrations françaises et allemandes, ce serait largement suffisant. Et puis peu à peu, on arrive à avoir certains centres de calcul. On a SoftBank qui, lors de Chose France, a annoncé un investissement de 70 milliards, dans une première tranche de 40 milliards pour monter des centres de calcul IA, donc à destination des entreprises françaises. Donc voilà, on commence à avoir ces trucs. Après, fabriquer des composants, c'est une autre histoire. On a quelques entreprises, les ST Micro, les Soitec, mais voilà, avoir toute cette chaîne, c'est... Un petit point quand même, c'est intéressant aussi de réfléchir à nos modèles culturels. Lorsque vous avez les IA qui s'entraînent ou qui désormais offrent des solutions en utilisant toute la donnée des journalistes, sans citer les médias, sans rémunérer les médias. Le nouveau modèle, le nouveau modèle de Google. De Google et Overview. Avec l'Overview qui va donner la synthèse. Donc vous pourrez faire votre revue de presse en demandant à Overview quelles sont les actualités du jour. Il vous fera votre synthèse à partir de tout ce que la presse a fait, sans 1 centime d'euro pour la presse. Ça, ce sont aussi des pratiques. L'abus de position dominante, ça a quand même été le modèle de tout le numérique. Finalement, on a Donald Trump qui a copié tous les acteurs du numérique. Il est devenu, comment dirais-je, il a emmené le modèle dans la Maison-Blanche. Et puis rappelons aussi les biais, parce que tous ces grands modèles d'IA s'entraînent sur des données essentiellement américaines. Et je doute que dans 30 ans, quand on va demander qui a inventé l'aviation, je ne sais pas si on ressortira les fameux faucheurs de marguerite chez nous, si on parlera que des frères Wright. Enfin, il y a aussi tout cet enjeu autour de tout ça. Allez, il nous reste une dizaine de minutes. C'était Thomas qui avait remonter ce sujet. C'est Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, qui durcit le ton. Berlin semble encore hésiter au moment d'assurer un vrai rapport de force avec Pékin. Voilà. C'est quoi ces atermoiements allemands ? Je pense qu'il y a une prise de conscience quand même en Allemagne sur le fait que l'industrie chinoise est en train de menacer à la fois l'industrie européenne et plus spécifiquement l'industrie allemande. J'ai publié avec Matteo Torres et Paco Lefebvre pour le Haut Commissariat au Plan un rapport en février sur le rouleau compresseur chinois. Et ce qu'on montrait dans ce rapport, c'est que 70% de la production allemande est menacée par l'industrie chinoise, 70%. Et ce qu'on montrait, c'est donc l'industrie lourde, dans l'acier, dans tous les secteurs clés de l'industrie allemande qui ont fait la richesse de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'automobile, la machine-outil, la pharmacie, la chimie. Tous ces secteurs sont aujourd'hui directement menacés. Et donc, je pense qu'il y a aussi en Allemagne, notamment avec les destructions d'emplois qui sont très fortes, industrielles depuis quelques mois, une prise de conscience qu'il faut une réaction forte. Et donc, c'est là où le chancelier Merz, notamment après le sommet européen il y a 2 semaines, avait dit il y a une sous-évaluation de la monnaie chinoise de 30 à 40%, et on pourrait envisager une solution type accord de Plaza, c'est-à-dire l'accord qu'il y avait eu dans les années 80, où les États-Unis avaient mis une très forte pression sur le Japon pour qu'il y ait une réévaluation du yen. Mais on voit bien que l'Allemagne est tiraillée. Il y a le chancelier Merz qui semble pousser pour une réponse beaucoup plus forte, un peu pour s'aligner sur ce que propose la France. Le président Macron avait proposé, par exemple, de mettre en place une section 301, c'est-à-dire c'est un peu le modèle américain, ce qui vous permet de mettre des droits de douane sur des secteurs entiers, donc qui permettrait une réponse. Et c'est de ça dont peur les Allemands aussi, c'est d'avoir vraiment ce côté de représailles par les Chinois. Mais en fait, le problème, c'est que vous avez en particulier des grands groupes automobiles allemands qui ont beaucoup investi en Chine et qui conservent des parts de marché significatives.
notamment. Et une image des voitures. Si on parle des voitures allemandes, toujours une excellente image en Chine. Hein. Même si cette image est en train de changer. Et donc, vous avez une divergence d'intérêts qui est de plus en plus forte entre ces grands groupes qui ont beaucoup investi en Chine et les sous-traitants, le Mittelstand allemand, qui, eux, voient bien que si Volkswagen se met à produire en Chine, plus seulement pour le marché chinois, mais pour exporter vers le reste du monde, en fait, c'est tout le tissu productif allemand qui sera menacé. Exactement ce que nous, on avait connu dans les années 2000, où il y avait eu cette divergence d'intérêts entre nos grands groupes qui avaient intérêt à délocaliser, mais ce qui fragilisait toutes les filières sur le sol national. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a vraiment ce tiraillement. Et on est un peu lent à bouger, c'est ça ? On est très lent à bouger et le risque, c'est qu'on revive ce qu'on a vécu dans les années 2000 dans les panneaux solaires. Il faut se souvenir que dans les années 2000, l'Europe avait une production significative au niveau mondial de panneaux solaires. On n'a pas voulu voir la montée en puissance extrêmement rapide dans ce secteur et en moins de 5 ans, on avait quasiment disparu de la carte des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, d'un point de vue macro, c'est pas très important. Mais quand on parle de 70% de la production allemande qui est menacée, on voit bien que c'est une toute autre histoire et ça pose la question. Moi, je serais un industriel français, je me lancerai dans la fabrique de climatiseurs aussi. Et là, oui, il y a un marché, il y a une demande. Mais pardonnez-moi, ce que vous décrivez, vous avez le sentiment que c'est caractéristique à l'Allemagne ou est-ce que c'est véritablement, et c'est mon sentiment, un problème européen? Parce que j'ai le sentiment que la France est tout aussi exposée à ce raz-de-marée. On a une industrie moins puissante. Ce qu'on voit, c'est que donc c'est 70% de la production allemande, c'est 50% en moyenne de la production européenne. Et la France est relativement moins exposée, c'est autour d'un tiers de notre production manufacturière qui serait exposée, d'une part parce qu'on a le luxe qui est moins directement exposé. Dans l'automobile, on voit Stellantis qui signe avec les Chinois. On s'est aussi plus désindustrialisé que les autres. Allemands. Donc on est relativement un peu moins exposé, mais enfin un tiers de notre production qui est menacée, c'est énorme. C'est colossal. Pour une entreprise, ça reste colossal. Je trouve que vis-à-vis sur l'ensemble de ces sujets, le progrès technologique, et j'écoutais votre antenne comme tous les jours, bien entendu, ce matin, ce débat sur l'intelligence artificielle, est-ce que ça va tuer des emplois? Il y a là quand même à la fois la robotique, la numérisation des process, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les chaînes de production, ce qui probablement peut sauver notre industrie. Si on reste avec nos industries traditionnelles et que l'on est en concurrence avec la Chine sera systématiquement en avance technologiquement et économiquement plus avantageuse et plus compétitive. Si on veut retrouver de la compétitivité, il faut que notre réindustrialisation se fasse véritablement avec les outils les plus numérisés, les plus modernes. Nos outils de production, s'ils sont plus numériques, seront performants et seront capables de résister à la concurrence. On en parlait ce matin justement sur l'IA suppression d'emploi ou l'IA accélérateur pour les entreprises, ça vient d'utiliser. C'est aussi le changement de process. Mais c'est justement ça. Production, on construira toujours de la même façon, mais tout le process logistique, tout ça, il faut repenser. Les métiers aussi qu'il faut repenser. Et ça, peut-être que, moi je le vois en termes d'IA, j'ai l'impression que trop souvent, on applique l'IA, c'est dans notre quotidien, ce qu'on peut faire nous. On met du chat GPT, un peu plus dans nos recherches, alors qu'il faudrait complètement repenser la façon dont... C'est les process de production. Mais on reboucle avec ce dont on parlait tout à l'heure sur notre baromètre sur l'innovation et l'IA. Avec Saegus qu'on a publié il y a quelques semaines, que j'ai présenté chez vous, Frédéric. C'est une terreur pour les gens en même temps, l'IA à moyen terme. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent. Vous vous souvenez les résultats spectaculaires que nous indiquaient les Français et les vrais pros de la tech, ceux qui maîtrisent, utilisent au quotidien et qui nous disaient les uns comme les autres, c'est absolument génial. Une fois qu'on y a touché, je parle de l'IA, on ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire que ce serait impossible de revenir en arrière et de se dire on arrête. Donc c'est formidable. Mais nous sommes persuadés, notamment les cadres et plus encore les pros de la tech, que l'IA va me prendre mon boulot demain ou après-demain. Non mais vous avez raison. Donc il y a cette crainte-là qui en plus est confortée, confirmée par un certain nombre pour le coup de tycoons, de champions de la tech qui le disent aussi, et c'est pas ce qui se passait au moment où les canuls guenais cassaient leur machine à tisser à la fin du 19e siècle. À chaque fois qu'il y a des révolutions industrielles,
les gens ont du mal à voir la potentielle révolution schumpeterienne, destruction créatrice, de nouveaux emplois. Et la temporalité est différente. Là, ça va très vite. Là, la temporalité étant tellement différente, c'est ce que disait Marc Trilling de Saegus quand on faisait l'émission ensemble. Il disait, le problème de l'IA, c'est pas qu'il n'y aura pas de destruction créatrice comme cher à Schumpeter, c'est que sans doute le risque, c'est que le temps va être tellement raccourci que le temps que les anciens emplois soient détruits et que de nouveaux qu'on n'imagine pas aujourd'hui puissent se créer, et ben peut-être qu'il y aura de la casse. Et en tout cas, c'est une inquiétude qui est surtout partagée par les gens qui connaissent. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir, y compris en Californie, dans le cœur de la tech, les inquiétudes. Il y avait un article il y a quelques semaines de Kenneth Rogoff, qui n'est pas vraiment un économiste gauchiste, entre guillemets, et il évoquait lui-même l'hypothèse d'un revenu universel, justement parce qu'il y aurait une telle concentration de richesses chez les géants de la tech et de l'IA qu'en fait, ça pose une question quand même majeure d'emploi pour le reste de la population. Et donc, que quelqu'un comme Kenneth Rogoff, de nouveau, évoque même l'hypothèse d'un revenu universel, c'est quand même, ça montre le niveau... à la base, le revenu universel, parenthèse, cher à Benoît Hamon, qui avait complètement coulé sa campagne en 2017, parce que ça heurtait beaucoup les Français. Le revenu universel, c'est quelque chose qui vient de ces gens-là, c'est-à-dire de libertariens, de libéraux, de gens qui ne sont pas du tout des gauchistes, des cousins de Musk, en quelque sorte, et qui ont tellement anticipé qu'il n'y aurait plus d'emplois, et ça fait pas mal d'années qu'ils le pensent, avant même que l'IA ne se développe comme aujourd'hui, qu'il fallait bien que les gueux puissent quand même arriver à se nourrir, entre guillemets. Je vous permettrai de combattre cette idée et de dire à quel point j'en ai horreur. Mais simplement, en moins d'une minute, faire passer notre niveau d'industrie qui s'est effondré, je vous le rappelle, à 9% de notre PIB dans l'industrie, le faire passer à 20% avec l'utilisation de tous les nouveaux process numérisés et l'utilisation de l'IA, c'est la promesse d'abord de créer des emplois, parce que ces emplois-là, pour le moment, on ne les a pas, mais donc on en créera, et d'avoir une industrie qui aura moins d'intensité de main-d'œuvre, et ce qui nous permettra de reconquérir des marchés face à l'international. Donc, passer de 9 à 20, ça, c'est un vrai projet de réindustrialisation, et y mettre de l'IA dedans, c'est créer des emplois, et créer des emplois qui permettront d'avoir une production compétitive. C'est ce que dit un rapport Ramp et Revolution Labs, si vous avez l'occasion. C'est Ramp et Revolution Labs, c'est un rapport américain qui dit plus on investit dans ses salariés pour leur formation, tout ça autour de l'IA, plus on s'en sort et plus on embauche de jeunes d'ailleurs. Ils ont quelques chiffres autour de tout ça, je vous le conseille.